Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours des maladies chromosomiques. La fois passée, on avait vu les maladies chromosomiques liées aux autosomes. C'était la trisomie 21, trisomie 18 et trisomie 13. Cette fois-là, on va voir les aneuploïdies du chromosome sexuel. Il y a juste une, c'est le syndrome du Turner avec les maladies liées aux structures des chromosomes. Les supports du cours sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Et on commence. Donc, comme on avait dit déjà dans le cours des anomalies chromosomiques, il n'existe qu'une seule monosomie qui est viable, donc qui est compatible à la vie. Les autres, malheureusement, sont mortels. C'est juste une, c'est le syndrome du Turner, c'est la monosomie X45X qui est illustrée à droite dans la photo. Donc le syndrome du Turner c'est une affection chromosomique liée à l'absence complète. C'est une seule monosomie d'un chromosome X. Un seul chromosome X. Comme vous voyez là dans le karyotype, l'absence du deuxième chromosome X, il n'existe qu'un seul chromosome X. Donc c'est pour cela qu'on a donné là le chiffre ou bien caractère 45X. Ici, il n'y a pas de 46 chromosomes, il y a juste 45 avec l'absence du deuxième chromosome X. C'est la monosomie X. Ou bien partielle d'un chromosome X. C'est l'origine, bien sûr, il est accidentel. Il est lié à la non-disjonction des chromosomes lors de la méiose avec une perte d'un chromosome X. Donc, c'est une aneuploïdie avec une perte d'un chromosome X et ça va donner le syndrome là de Turner. Donc, les formes partielles ou en mosaïque peuvent avoir des conséquences plus modérées, mais la forme fruste là, c'est une affection qui concerne un nouveau-né féminin sur 2500. Donc, bien sûr, le karyotype là, il est féminin. Donc, c'est une affection du nouveau-né féminin. Elle touche 1 sur 250, sur 2500 plutôt nouveau-nés. Donc, l'incidence à la conception est beaucoup plus élevée, mais de nombreuses conceptions X 45X conduisent à fausse couche en premier, deuxième trimestre. Donc, c'est une, c'est la seule monosomie qui est viable, mais, mais elle mène à des fausses couches de premier et de deuxième, deuxième trimestre. Les circonstances de diagnostic sont soit prénatales, soit à la naissance. Donc, le syndrome de Turner, regardez-vous que c'est une monosomie X, c'est la perte d'un chromosome X lors de la méiose. C'est une aneuploïdie avec perte d'un chromosome sexuel X et elle se manifeste par le tableau clinique illustré. Là, donc, vous voyez les traits du visage qui sont caractéristiques. La palmure cutanée, les malformations cardiaques sont notées là. C'est une constriction de l'aorte. Donc, on a un faible développement des glandes mammaires et un sous-développement des ovaires avec une petite taille, comme illustré là, une petite taille. Limite des cheveux qui est basse. On voit les plis cutanés qui sont au niveau de la nuque. Le thorax qui est en forme de bouclier. Les déformations du quatrième métacarpe, des petits angles, des taches brunes ou les névis. Donc, l'absence du cycle menstruel, il n'y a pas de règles. Et les déformations se continuent vers déformation du coude, du poignet. Et on n'oublie pas la constriction de l'aorte, qui est une malformation cardiaque souvent retrouvée dans le syndrome de Turner. Donc ça, c'était le syndrome de Turner, la seule monosomie qui est viable. Elle touche le sujet féminin avec des caractéristiques faciales, déformations cardiaques, génitales et même corporelles, comme illustré dans cette illustration-là à droite. Donc, je vous invite à retenir les signes cliniques de chaque anomalie ou bien de chaque maladie. Ça peut être des questions au niveau des examens. Donc, vous devez savoir la symptomatologie de chaque trisomie, chaque monosomie
comme on va voir par suite. Passons maintenant au deuxième anomalie qui touche les gonosomes. Donc là, c'est une trisomie, c'est pas de monosomie. C'est le syndrome de Klinefelter et cette fois-là, il touche les hommes. Donc, le syndrome de Klinefelter, c'est l'ensemble des anomalies chromosomiques caractéristiques chez l'humain par la présence d'au moins un chromosome sexuel X qui est supplémentaire. Donc là, le cariotype va être 47XXY. Donc c'est l'origine, il est toujours accidentel, c'est de l'aneuploïdie, c'est la non-disjonction du chromosome, mais avec un gagné d'un chromosome X qui est supplémentaire, ça va donner un phénomène de féminisation du sujet, comme on va voir dans les illustrations. Donc, le patient qui est atteint d'un syndrome de Klinefelter, les facteurs de risque sont essentiellement l'âge toujours maternel qui est avancé. La formule chromosomique, c'est 47XXY. Et dans 10 à 20% des cas, ce chromosome X supplémentaire, il n'est pas présent dans toutes les cellules. Donc, il s'agit d'une mosaïque chromosomique 47 XY et 46XY. Là, c'est le mosaïcisme ou bien le mosaïque. Donc, c'est pas tous les cellules qui ont cette anomalité. On appelle ça du mosaïcisme. Je vous invite à consulter le cours des anomalies chromosomiques. On a abordé tous ces notions-là avec détail. Donc, on peut dire que ce cours-là, il est la suite clinique du cours des anomalies génétiques ou bien des anomalies chromosomiques. Donc, ce syndrome, il concerne un individu de sexe masculin sur 600. Ce syndrome est responsable de dysfonctionnement testiculaire, de défaut pubertaire, l'infertilité qui est très fréquente là dans ce syndrome, malheureusement. Son diagnostic est prénatal et ainsi, notamment dans le cadre du dépistage chromosomique, on va voir ce karyotype de 47XXY. Donc, nous allons voir un chromosome sexuel X qui est supplémentaire. Donc, le patient va avoir une taille plus grande que la moyenne, l'absence de pilosité du visage, les poils du corps sont réduits et parfois le développement des seins chez l'homme, c'est de la gynécomastie parce que ce patient-là a un chromosome X féminin qui est supplémentaire. Donc, ça, c'est une autre trisomie gonosomique, c'est le syndrome de Klinefelter, c'est le 47XXY. Donc là, c'est facile, rien est difficile pour retenir dans le syndrome de Klinefelter. Et vous voyez là, c'est deux karyotypes. Donc vous voyez, ça dit là, deux chromosomes X avec un chromosome Y. Donc un chromosome X là qui est supplémentaire. Passons maintenant à la troisième et la dernière trisomie chromosomique. C'est le syndrome de Jacob. Alors là, c'est de l'inverse, c'est le double Y, c'est pas du double X, comme illustré là. Donc, le sujet atteint de ce syndrome présente une taille le plus souvent qui est supérieure à la normale et des troubles de comportement avec un accès d'agressivité. C'est souvent associé avec des criminels. Donc, c'est l'acné qui est présente, l'agression, la taille oh, qui est longue, les muscles qui sont puissants et avec des ordres psychologiques. Comme vous voyez là, troubles comportementaux, là, on voit la trisomie, c'est double YX. Et ça va donner le syndrome de Jacob qui est illustré là. Donc, ça, c'est le syndrome double Y ou bien de super masculine, ou bien le super masculin, donc avec un excès d'agressivité. Donc là, c'est l'inverse du syndrome de Klinefelter. On est en train de parler du syndrome de Jacob. Donc ça, c'était les anomalies qui touchent les gonosomes. C'est la monosomie, la seule monosomie, le syndrome de Turner, le syndrome de Klinefelter et le syndrome de Jacob.
Et enfin, avant de terminer, on va aborder le dernier titre qui sont les anomalies chromosomiques de structure. Ça nous fait rappel au cours des anomalies chromosomiques. Donc, tout ça, on a abordé déjà. Donc, il existe deux types des anomalies chromosomiques. Des anomalies dites équilibrées et des anomalies qui sont non équilibrées. Donc, soit équilibré, c'est un gain ou perte d'un matériel génétique. Donc là, c'est le déséquilibre, il est perdu. Ou bien c'est équilibré, c'est le réarrangement qui n'entraîne pas ni perte ni gain de matériel chromosomique. Et gardez-vous en tête que les anomalies chromosomiques équilibrées n'ont aucune conséquence phénotypique, mais ils ont un risque de déséquilibre dans la descendance. Ce sont les gamètes qui vont subir soit du gain ou bien du perte du matériel génétique. Tout ça, on a déjà parlé dans le cours des anomalies chromosomiques. Je vous invite à consulter la deuxième partie. On a abordé tous ces phénomènes-là. Donc, les anomalies équilibrées sont pas présentes phénotypiquement, mais ils peuvent se déséquilibrer à la descendance. Les anomalies déséquilibrées peuvent provoquer chez de graves maladies chez les sujets porteurs et dans sa descendance. Donc, équilibré, en totalité, les chromosomes sont sains, donc il n'y a pas de retentissement sur le patient, mais sur sa descendance. Par contre, bien sûr, les anomalies déséquilibrées, le patient va avoir des maladies graves et même dans sa descendance. Donc, c'est systématiquement, les deux vont subir des déformations ou bien des anomalies ou bien des maladies qui sont graves. Le chromosome qui est remanié est appelé dérivé. On lui associe le terme DER. Ça nous fait rappel, bien sûr, au cours précédent. On a abordé les dérivations. Et il porte le numéro du chromosome dont il possède le centromère. On a donné l'exemple dans la délétion, la translation, la duplication. Tout ça, on a abordé dans le cours précédent. Donc, passons maintenant au mécanisme de survenue de ces anomalies-là. Premièrement, c'est la délétion. Donc, commençons premièrement par la délétion. Donc, c'est la perte d'un segment chromosomique qui va constituer un déséquilibre chromosomique. Là, c'est de la perte. Donc, vous voyez, ce sont des données génétiques comme l'illustration qui ont perdu. Là, le patient va subir un déséquilibre dit chromosomique. Les conséquences cliniques dépendent de la taille du segment qui est délété et elles sont révélées par la technique d'analyse en haute résolution. On a abordé cette notion-là dans le karyotype normal. Dans les méthodes, on a dit qu'on dispose de méthodes classiques, de méthodes spécifiques et en dernier, des méthodes à haute résolution. On avait dit qu'ils sont caractéristiques ou bien spécifiques pour l'étude d'un seul segment ou bien d'un seul chromosome. Et la manifestation clinique la plus fréquente des délétions, c'est le syndrome de cri de chat qui est illustré là. Donc, le syndrome de cri de chat, c'est la délétion, gardez ça en tête, la plus fréquente, résultant de la délétion de taille variable de l'extrémité du bras, du cinquième bras du chromosome 5. On lui associe le terme 5P. Donc, gardez-vous en tête, le syndrome de cri des chats, c'est la délétion la plus fréquente. C'est le bras court du chromosome 5. En abréviation, c'est 5P comme illustré dans le support. Là, c'est la perte d'un fragment du chromosome du bras court. Vous voyez là, c'est une perte de plusieurs fragments ou bien une portion du bras court du cinquième chromosome. Et c'est cette délétion-là qui va donner le syndrome de cri de chat qui est illustré dans l'illustration. Donc, ce syndrome est souvent caractérisé par des pleurs qui sont caractéristiques, qui sont aigus et rappelant à un miaulement du chaton. Donc, les cris de ces patients-là, bien les pleurs, vont ressembler à un miaulement de chat. C'est pour cela c'était le nom du cri de chat, le syndrome du cri de chat. Et sur le plan clinique, on retrouve des déficiences intellectuelles,
un retard de développement, une microcéphalie, une petite tête, et des dysmorphies faciales, comme illustré là dans les images. Donc, le premier mécanisme, c'est la délétion. Le syndrome le plus fréquent, c'est le syndrome de cri des chats. C'est la délétion du bras court. Gardez ça en tête du chromosome 5. Tout ce qui est en gras sont des notions à retenir et des questions fréquentes d'examen. Ça, je le dis toujours. Vous devez retenir tous les points forts de chaque cours. Tous les points forts peuvent être des questions posées dans l'examen. Donc, c'est la délétion. C'est le syndrome du cri du chat. Et c'est la délétion du bras court. C'est 5. Tout ça, c'est à retenir. Donc ça, c'était premièrement le mécanisme de la délétion. Deuxièmement, on peut avoir de la translocation. Ça, on a déjà parlé dans la partie précédente. La translocation, c'est un échange de matériel génétique entre les chromosomes qui sont non homologues. Donc, il constitue l'un des aberrations chromosomiques les plus fréquentes. Donc, l'anomalie la plus fréquente au niveau des chromosomes, c'est la translocation. Elle touche un individu sur 500 à un individu sur 1000. Et comme on a vidé déjà dans le cours précédent des anomalies chromosomiques, il existe deux types de translocation. La translocation réciproque et la translocation robertsonienne. Et l'exemple le plus fréquent dans les translocations robertsoniennes, c'est le chromosome Philadelphie, c'est la T922. Vous devez garder ça en tête. C'est la translocation T22. C'est le fameux chromosome de Philadelphie qui est responsable. Ça, vous devez retenir de la LMC. C'est la leucémie myéloïde chronique. Ça, c'est une question très fréquente d'examen au niveau de génétique ou de d'hématologie ou bien d'oncologie. Donc, la translocation réciproque, la plus fréquemment retrouvée, c'est illustré là, vous voyez, c'est le chromosome Philadelphie, c'est une translocation entre les chromosomes 9 et 22. On a abordé ce critère-là ou bien ce titre-là pour les anomalies chromosomiques bien détaillées. On a abordé la notion de fusion des deux oncogènes qui sont séparés entre ces deux chromosomes. Je vous invite à consulter ce cours pour mieux comprendre le chromosome Philadelphie et ça va nous donner la LMC, la leucémie myéloïde chronique, donc par fusion de deux proto-oncogènes ou bien pro-oncogènes. Donc, lorsque la cassure se produit entre deux chromosomes différents et que le matériel est mutuellement échangé, le porteur de la translocation n'est pas affecté, car le complément génétique est normal, mais la descendance peut présenter des duplications ou des délétions du matériel génétique. Et comme on avait dit, le chromosome Philadelphie, il est responsable d'une leucémie myéloïde aiguë. C'est la fusion de deux proto-oncogènes dans le chromosome 22 et 9. Cette translocation T922 va fusionner ces deux pro-oncogènes et donner un oncogène responsable de la LMC, de la leucémie myéloïde aiguë, qui est une prolifération de type B. Ça, on va voir, ou bien vous allez voir en détail de le module d'oncologie. Mais gardez-vous en tête, la translocation réciproque la plus fréquente, c'est le chromosome de Philadelphie. C'est une translocation T922 responsable de la leucémie myéloïde aiguë de la LMC. Ça, c'est le chromosome Philadelphie qui est illustré là. C'est la fusion des deux gènes BCR et ABL qui va donner d'un oncogène. Tout ça, on a vu dans le cours des anomalies chromosomiques. Avant de terminer, on va aborder la notion du translocation qui est robertsonienne. Donc, ça, c'est la translocation robertsonienne. Donc, c'est dans cette translocation, les bras courts des deux chromosomes non homologues sont perdus et les bras longs vont être fusionnés. Ça, on l'a déjà vu. Au niveau du centromère,
pour former un chromosome unique. Et on voit cette translocation qui est limitée seulement aux chromosomes acrocentriques. C'est les chromosomes 13, 14, 15, 21 et 22. Toujours tout ce qui est gras. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Ce sont des notions à retenir. Donc la translocation robertsonienne touche uniquement, elle est limitée aux chromosomes acrocentriques illustrés à droite dans l'illustration. C'est où le chromosome est presque à l'extrémité, le centromère est à l'extrémité de chromosome là. La perte de deux bras courts avec le fusionnement de deux bras longs. Et ce phénomène-là, on lui associe le nom de la translocation robertsonienne. Donc, ça, c'était tous les points forts concernant le cours des maladies chromosomiques. J'espère que les deux vidéos étaient bénéfiques. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai dans d'autres cours prochainement, Inch'Allah.